Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission 13h avec vous et pour sa dernière journée à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Et oui, nous en profiterons pour vous ouvrir enfin les portes du musée de la coutellerie. Plein de chefs-d'œuvre. Ah oui, c'est formidable, vous allez voir des tout petits couteaux, j'ai vu, c'est extraordinaire. Nous allons visiter également un centre d'élevage de chiens guides d'aveugles. Eh bien oui, il y a un centre spécifique pour ça. Et nous allons faire la connaissance d'un marathonien avec un cœur gros comme ça, puisqu'il court pour des associations. Et puis nous écouterons Zach Loft, on l'a entendu lundi, mais tellement bien qu'il revient vendredi. C'est parti. Et on ne peut pas être à Thiers sans évoquer le magnifique parc naturel régional du Livradois-Forêt, dont on dit que c'est l'un des plus beaux du pays. C'est en tout cas l'un des plus vastes, avec plus de 320 000 hectares. C'est immense. Il est situé à cheval sur 3 départements, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et bien sûr la Loire. Il englobe 180 communes et vous savez combien de personnes y vivent? 110 000 habitants. Ah, quand même. Alors, le Livradois-Forêt est d'une richesse écologique remarquable et ça me tient à cœur. On peut y admirer des milieux naturels d'une grande diversité. Il y a la vallée de l'Adore, les monts du Forêt et leurs plateaux recouverts de landes d'altitude, le plateau de Craponne, les pays coupés du Livradois, les monts du Livradois, sans oublier les régions de Vic-le-Comte et de Billon. C'est le paradis de la chouette chevêche. Vous connaissez la chouette chevêche? C'est la plus petite chouette du monde. Elle est toute petite. Oh, elle est mignonne comme tout. Mais tout de suite, Alain, Eh bien, tout de suite. vous allez parler du couteau. Quelle chance! Comment vous êtes deviné? On est assis, on parle du couteau, c'est pas C'est possible. un peu facile. Et je vais en parler avec qui? Avec la directrice, pas moins que ça, du musée du couteau de Thiers. Bonjour. Bonjour. Vous appelez Claire Morer-Montosé. C'est ça. J'ai pas oublié l'accent de la fin, ça tombe bien. Vous êtes directrice du musée de la coutellerie et des sites patrimoniaux de la ville de Thiers. C'est quoi? Alors il y en a plusieurs. Il y a par exemple la maison de l'aventure industrielle qui est située sur la Durolle et qui présente justement l'activité aujourd'hui à Thiers des industries. Alors Thiers est depuis des siècles, on le sait, la capitale française du couteau. Pourtant, alors c'est bizarre parce qu'on trouve dans la région aucune des matières premières qui sert à fabriquer des couteaux. Et on ne trouve pas non plus, c'est quoi? C'est du grès qui sert à fabriquer les meules? Effectivement, c'est du grès et il a fallu aller le chercher ce grès. Donc au début en Haute-Loire et sachez qu'au 19e siècle, on a même été obligé d'aller jusque dans les Vosges pour amener le grès de Thiers. Alors s'il n'y avait ni les matières premières, ni de quoi fabriquer des meules qui servent à fabriquer des couteaux, pourquoi est-ce qu'on est venu s'installer ici à Thiers pour fabriquer des couteaux? Alors deux raisons. Vous savez que vous avez pu remarquer, je pense, en marchant dans Thiers, qu'il y avait un dénivelé très important, 400 mètres, qui permet à la Durolle, qui est le fleuve, la rivière symbolique de Thiers, d'actionner effectivement les meules. Donc toute la coutellerie s'est bâtie autour de cette Durolle. Et puis comme deuxième raison, il y a bien entendu l'importance commerciale, donc avec Thiers qui était un centre d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, ça paraît une question toute bête, mais qu'est-ce qu'on appelle finalement la coutellerie? Ça comprend quoi? Ah oui, c'est une bonne question. Donc effectivement, les personnes, par exemple, qui veulent devenir couteliers préparent un CAP, intitulé Instruments coupants et de chirurgie. Ce qui veut dire que la coutellerie, ce sont ces instruments, des cutters, effectivement, des rasoirs, des canifs, des couteaux et des instruments de chirurgie. Ça en fait des choses. Alors il paraît qu'on trouverait des traces de cette activité, la coutellerie, sur les bords de la Durolle, dès le XVe siècle et peut-être même avant, puisqu'on a découvert cette fameuse meule en grès qui daterait du XIIIe siècle, c'est ça? C'est ça. En fait, dans l'architecture, dans le bâti, la maçonnerie de l'église Saint-Genès qui se trouve à proximité du musée, on a découvert plusieurs meules, dont certaines étaient percées au centre, ce qui voudrait dire que, bien sûr, elles servaient, elles étaient actionnées, installées sur un axe. Alors, c'est un métier avec des méthodes de fabrication, il y a tout un savoir-faire. Alors, est-ce que ça a évolué beaucoup ou pas? On va vous poser la question, mais justement, avant, on va voir ce sujet de l'INA qui date, je crois, de 1970, où on voit un petit peu les deux façons de travailler, l'une artisanale, l'une qui est semi-industrielle, on va dire, et puis vous nous direz si ça a beaucoup changé depuis. Regardez. Le travail de l'émouleur couché est pénible et se perd, mal remplacé par la machine, et avec lui disparaîtra forcément une certaine production qui ne peut se passer de la main de l'homme. Vers 1925, la région thiernoise comptait 700 émouleurs.
À présent, à peine une cinquantaine, ils sont même devenus la curiosité du touriste. Indépendants, les anciens ne changeraient rien à leur vie si elle était à refaire et comprennent mal les jeunes qui préfèrent l'usine. Dans ce local, au bord de l'eau, entraînant leurs meules, les émouleurs des Martinets louent 400 francs par an leur place. Le travail les cloue de longues heures sur leurs planches, réchauffées par leurs chiens sur les jambes, et ils meulent plus de 600 pièces courantes dans la journée. À Saint-Rémy-sur-Durolle, fief du couteau fermant, représentant le 8e de la production totale, la fabrication semi-industrielle, dans la plus importante entreprise, comptant 20 employés en atelier et 70 à domicile. Ces ouvriers à domicile sont nombreux et très bien équipés, tenant à garder leur indépendance. Quant à la rémunération, un monteur de couteau peut dépasser 2000 francs par mois, mais sa femme est souvent son aide indispensable. Et oui, on travaillait à la maison il y a un peu plus de 40 ans. C'est encore vrai aujourd'hui, ça? Alors effectivement, Travailler à domicile? non, ça existe beaucoup moins. C'est vrai que ça a beaucoup changé parce qu'on parlait des émouleurs couchés. Le dernier a quitté les lieux en 1976, donc depuis c'est un petit peu donc différent. plus tard, oui, c'était les derniers qu'elle montrait ici dans sa vidéo. Donc les méthodes ont beaucoup changé, surtout concernant certaines des coutelleries. Par exemple, tout ce qui est la coutellerie de table qui est propice à la fabrication industrielle, là les méthodes ont vraiment beaucoup changé. Après, pour tout ce qui est coutellerie de poche, donc par exemple le montage des couteaux, les méthodes s'approchent encore de celles que vous avez pu voir évoquées. Voilà. On n'a qu'à mettre des couleurs sur le noir et blanc, on a un petit peu la vérité d'aujourd'hui. Si on a parlé des émouleurs. Il y a combien de métiers finalement dans la coutellerie? Alors il y a beaucoup de métiers puisqu'on travaille à la fois le métal côté lame, mais également tout ce qu'il y a du côté du manche, à ne pas oublier. Donc si on regarde rien que du côté du métal, on a par exemple le forgeron, on a les mouleurs bien sûr, on a la personne qui polit et on a le même nombre de métiers côté manche. Donc les personnes qui sculptent les manches, les personnes qui montent les couteaux. Donc ça fait un nombre de métiers assez impressionnant. Alors tout ça évolue, vous l'avez dit, et on se rend compte même que c'est une filière qui évolue aussi dans l'aspect commercial, puisqu'on a un exemple qu'on va voir tout de suite en image, de 6 couteliers qui se sont réunis et qui se sont mis à l'ère Internet, puisqu'ils ont trouvé ce moyen pour vendre leurs produits. L'entreprise s'appelle eSteel, en fait le site Internet eSteel. Regardez donc ça. Nous, on est de Thiers, originaire de Thiers, et c'est vrai qu'on a toujours eu dans l'idée de marier notre métier finalement de créateur de site et ce qui se fait à Thiers, c'est-à-dire les couteaux. Ouvrir une boutique de coutellerie sur Internet, Joël et Frédéric en rêvaient. Depuis un mois, c'est chose faite. eSteel propose désormais les couteaux des maisons Onin et Au Sabot, 2 entreprises thiernoises qui se sont lancées ensemble dans l'aventure. Le site met en scène une vaste gamme de couteaux de poche et de table. Il y a des couteaux qui ont presque 200 ans d'histoire. Il a fallu qu'on replonge dans Wikipédia, qu'on replonge dans des encyclopédies coutelières pour en fait donner l'histoire et raconter un petit peu plus que un manche en olivier ou une mitre en laiton. Ce qui intéresse pas forcément les gens. Ils veulent un petit peu acheter un couteau qui a du sens et c'est ce qu'on essaye de faire. Depuis plus de 100 ans, l'enseigne Au Sabot est spécialisée dans la fabrication des couteaux régionaux. L'Aurillac, le Rouennais, l'Issingeau, le Normand, l'Alpin ou la Vendetta corse. Plus de 1000 références. Mais cette entreprise familiale n'a jamais vendu aux particuliers, réservant ses couteaux aux grossistes et revendeurs. En participant à la création de la coutellerie en ligne, l'entreprise élargit sa clientèle. Ça m'intéressait d'avoir un site qui vende mes produits en ligne. Et moi, j'étais très intéressée parce qu'on a de plus en plus de particuliers qui nous contactent par téléphone et qui nous demandent des adresses ou des revendeurs. Et ça m'a beaucoup intéressée pour cette raison. Centralisée à Saint-Rémy-sur-Durolle, les commandes sont préparées tout près des lieux de production. Pour l'instant, la coutellerie Onin a proposé ses locaux pour expédier toutes les commandes. On vise tout acheteur dans un premier temps, on vise le particulier qui a besoin de couteaux pour s'équiper tous les jours. Et puis pourquoi pas dans un deuxième temps peut-être des professionnels qui ont besoin aussi comme les bouchers, les charcutiers,
les boulangers qui ont besoin de bons outils de découpe pour pouvoir maîtriser leur art. Le site propose pour l'instant 1000 articles de coutellerie produits dans 6 entreprises. Objectif à terme, réunir sur e-style l'ensemble de la production coutelière du bassin thiernois, un véritable défi que les créateurs entendent relever. Voilà, un sujet de notre confrère Philippe Marmy de France 3 Auvergne. C'est une industrie qui sait se mettre au goût du jour. C'est important à un moment où il faut lutter contre la concurrence. On peut dire qu'elle est asiatique aussi pour la coutellerie. Concurrence asiatique, c'est pas tout à fait les mêmes produits qui sont réalisés là-bas. Ce ne sont pas les mêmes produits, non, mais c'est la la même coutellerie qualité. aussi. Oui, bien sûr, ça rentre dans la coutellerie, Ouais. mais c'est pas du tout la même qualité, bien entendu. Donc c'est pour ça aussi que les couteliers ont décidé de se fédérer, vous le savez peut-être, autour d'une confrérie pour essayer de valoriser le travail à tiers, fait vraiment à tiers. Pour être plus fort et pour faire connaître leur Voilà, travail. d'où aussi ce site internet qui permet de fédérer les couteliers entre eux. Et ils ont créé leur propre couteau. Voilà. Alors, pour faire... C'est celui-ci? Voilà. Donc c'est Celui un que vous avez couteau. sous les yeux, c'est le tiers? Oui, je ne sais pas si vous le montre. On va le voir. Vous Voilà. allez le voir. C'est effectivement le couteau qui s'appelle Le Tiers. Donc là, c'est une marque qui a été déposée, contrairement à la Gueule, par exemple, qui n'a jamais fait l'objet d'aucun brevet. Et donc, ce couteau a été créé en 1994 parce qu'effectivement, Thiers n'avait pas encore son couteau à elle, alors qu'à Thiers, on a produit les couteaux de toutes les régions. Alors c'est un couteau qui est bien évidemment au musée de la coutellerie et on en vient à ce musée exceptionnel dont on a quelques images. Vous allez nous commenter tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée, Claire? Alors, on a la chance d'avoir une collection tout à fait exceptionnelle, une collection de référence en Europe qui présente effectivement la coutellerie à Thiers, mais aussi la coutellerie en Europe et dans tous les pays à toutes les époques. Vous venez de voir des images de la salle qu'on appelle la salle de commercialisation, donc où on montre les procédés, les dispositifs mis en place par les couteliers pour attirer l'attention sur leur production. Donc ces couteaux gigantesques qui apparaissent par exemple pour les expositions universelles. Et là justement, vous visitez les salles du musée où on montre des collections qui sont tout à fait prestigieuses, qui sont assez variées. Donc là, on vous montre des rasoirs par exemple ou des couteaux qui sont impressionnants parce qu'ils ont plusieurs pièces, des multipièces. Voilà, donc l'idée est de présenter aux visiteurs la plus grande, la plus large possible. Voilà, des produits, tout un savoir-faire, des métiers, justement, dans cette filière de la coutellerie. Et vous nous avez apporté, Caroline Ifray référence tout à l'heure, quelques-uns de vos chefs-d'œuvre. Et en particulier, voilà, celui-ci, c'est une noix dans la coquille laquelle on trouve de tout petits couteaux. Alors c'est une noix et une noisette, c'est une spécialité d'une autre ville coutelière, car Thiers n'est pas la seule ville coutelière, qui s'appelle Nontron et qui fabrique, on pense, ça a testé depuis le XVIIIe siècle quand même, ce type de pendeloque. Donc ça sert à être porté avec à l'intérieur de 6 à 12 tout petits couteaux qui reprennent la forme du couteau de région, le Nontron. Voilà, alors ça c'est évidemment un chef-d'œuvre qu'on peut voir au musée de la coutellerie qui est à Thiers. Je veux dire aussi que vous proposez de visiter la vallée des Rouets. Il y a un parcours de 3 km le long de la vallée de la Durolle sur les traces des émouleurs. Il y a des usines actuelles qui fonctionnent encore comme l'usine du même. Il y aura plein de choses à dire autour du couteau bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce musée. On va retrouver tout de suite qui donc notre ami des bêtes est là. Venez alors en même temps, si je suis l'ami des bêtes, en sachant que je vous aime énormément, je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Je suis une gentille bête, une brave bête. Exactement, une jolie coccinelle, j'allais vous le dire avec votre pull bleu. Alors à Lezou, à quelques kilomètres de Thiers, il existe en fait un élevage de chiens qui est un élevage absolument unique en son genre. C'est un élevage de chiens guides d'aveugles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un élevage spécifique? N'importe quel chien ne pourrait-il pas faire l'affaire? Eh bien non, parce que le chien guide d'aveugle doit faire face à toutes circonstances, à toutes les difficultés dans toutes les circonstances. Et bah oui, quand on a une personne qui est malvoyante ou qui est aveugle, elle doit faire absolument confiance à son chien. Donc cet élevage-là qui se trouve à Lezou forme finalement des bébés champions. Regardez, vous allez voir, ils sont à croquer. Alors nous sommes bien dans un centre d'élevage de chiens guides d'aveugles. À vue de nez, ça ressemble à un centre d'élevage traditionnel, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. Je vais retrouver Norbert et Anthony. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un centre de sélection pour les chiens? C'est pas des chiens normaux? C'est des chiens normaux, c'est juste qu'on essaie de répondre par la sélection à pouvoir produire des chiens le plus aptes possible à répondre aux attentes des non-voyants. Bien, et ben vous allez me faire visiter le centre. D'accord. Tous les deux, je vous suis. Très bien, on y va. On est suivis.
Alors donc là, on rentre dans la maternité, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Bon alors les chambres d'accouchement, c'est là. Venez voir. Regardez comme c'est mignon. Vous avez combien de chiennes alors qui viennent chaque année en gros? Parce que là aujourd'hui, Par an, on a à peu près 40 portées. 40 portées. Ouais, qui se répartissent sur la totalité de l'année. Ça fait combien de petits chiots ça? 250 environ. Ils ont combien de temps ceux-là? Ouais, ils ont juste 15 jours, ils commencent à ouvrir les yeux. Et alors qu'est-ce qu'on fait avec un bébé de 15 jours comme ça? 15 jours là, ils commencent à finir les stimulations. On leur fait des stimulations qu'on a utilisées sur l'armée américaine, qui s'appelle le biosensor. Oui. Donc en fait, on fait des micro-stimulations qui leur créent un micro-stress qui permettent de les endurcir par rapport à la vie qu'ils vont avoir future. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Les stimulations, en fait, on les laisse sans le faire tomber à peu près 30 secondes sur le ventre, sur le dos, pardon. Oui. Ils se retournent naturellement. Après, on les laisse 5 secondes la tête en haut, 5 secondes la tête en bas. Et qu'est-ce que ça va les aider à faire pour la suite? Logiquement, il n'a pas été prouvé, mais ça permet aux chiens de venir à s'endurcir par rapport aux différentes stimulations qu'il peut y avoir dans la vie future de chien guide. Je peux le prendre 2 petites secondes Allez, parce que dis-moi. j'adore quand même. Hein. Parce que, oh, regardez comme il est joli. Je crois qu'il dort un peu. C'est parti. Non. Les prix devraient reculer de 5 à 10%. On va aller voir, c'est dans le 4e box. Là, c'est rigolo parce qu'il y avait des passages piétons tout à l'heure et des lignes comme ça, comme pour les chiens. Ouais, Enfin, c'est comme les pour les habitudes chiens, pour c'est leur les fonction habitudes. métier. Pour la route. Ouais, voilà. Voilà, comme ça Tout à s'est fait. ouais. Puis la radio aussi, c'est rigolo. Alors, la radio, c'est pour les habituer aux différents bruits qu'on peut entendre un peu partout. Et Voilà. alors, qu'est-ce qu'ils font, nos petits bonhommes, là, alors? Mais là, en fait, ils grandissent. En fait, ils sont dans une phase où ils sont entre deux stimulations. Donc la stimulation qu'on a pu voir là-bas avec le biosensor. Mais là, on voit bien qu'il y a des jeux pour eux, quand même. Ouais, ils commencent. Ça, c'est important. Voilà, parce que là, ils sont dans la découverte toujours. Donc là, on les laisse grandir un petit peu jusqu'à peu près 1 mois. Et donc là, on est dans une salle d'éveil. Donc voilà, la dernière salle d'éveil où en fait on les met là pour voir, on les met plus au départ en portée complète et après en individu individuel et on regarde les comportements qu'ils peuvent avoir. Voilà. Et le but du jeu, c'est effectivement qu'ils puissent jouer partout, même avec le chat. Même avec le chat, oui. Qui n'est pas là par hasard. Non, il est là justement pour essayer de couper les instincts de chasse en fait qu'on peut avoir sur nos lignes. Et avoir un peu, comme il y a des chats errants un petit peu partout, le fait qu'ils les connaissent, on coupe un petit peu ce rôle de prédation. D'accord. C'est Oscar. Alors on passe par là, Oui, à gauche. D'accord. Alors notre petite griotte là, elle est prête à partir. Oui, tout à fait. Elle a quel âge? Là, elle va avoir 2 mois et demi. Alors de quoi elle n'a plus peur qui fait qu'effectivement elle va pouvoir être opérationnelle pour un chien guide d'aveugle? En fait, pour le moment, on l'a habituée à voir comment s'appelle le moins de stress un peu partout. Là, elle est sur une table en hauteur, si vous la voyez, elle est en train de regarder, elle essaie de jouer, elle est en contact, elle est pas en stress. En fait, on essaie juste d'avoir les chiens les moins stressés possible. Bah ouais, non, elle n'a pas l'air d'être effectivement stressée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Mais son école va venir la chercher fin de semaine. Donc ils viennent d'une des 10 écoles fédérées en France. Et la chienne va partir dans une des familles où elle va rester pendant environ 10 mois jusqu'à temps de rentrer en éducation. D'accord, donc voilà, vous avez devant vous un futur chien d'aveugle, griotte. Dis bonjour. Bonjour. Elle est d'accord? Vous n'avez pas envie de l'adopter là tout de suite? Elle est belle. Elle est comme mignonne, tout. hein. Elle a 10 semaines. Dis donc, où est-ce que vous avez trouvé vos bottes? Il faut leur faire un procès, c'est pas possible. Non, mais c'est quand même une école de champions. On ne ramène pas de bactéries sous ses chaussures. Donc, on pense à tout quand même. Hein. C'est impressionnant. Donc, elle va partir effectivement dans une école de guide. Maintenant, on va travailler à son éducation pour qu'elle puisse être donnée à un maître. Parce que tout ça est gratuit. C'est-à-dire, on élève gratuitement. Je vais vous demander gratuitement. qui finance ça, parce que ça doit coûter cher. Ouais, effectivement, ça doit coûter très très cher. Absolument pas le contribuable. Pas du tout. Ça ne fait partie que des dons qui sont gérés par la Fédération française des associations des chiens guides d'aveugles. C'est une association énorme. Il y a 10 écoles qui effectivement travaillent à l'éducation de ces chiens et un centre d'élevage que vous allez voir, que vous avez vu, mais qu'on reverra tout à l'heure parce qu'on va parler d'autre chose tout à l'heure. On va parler des mamans. Voilà, on a parlé des bébés, on a parlé des mamans. Il y a une suite, bien sûr. À la fin de l'émission. Donc il faut rester. Mais tout de suite, vous allez parler de sport et de générosité. Et oui, de générosité tout de suite avec notre invité suivant. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui le caractérise, la générosité. Bonjour Mohamed Abouda. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, puisque vous aidez des gens qui ont besoin d'aide, mais d'une façon originale. On va voir comment. Parce que vous êtes marathonien. Alors, à la base, c'est pas votre métier. Non, pas du tout. Vous avez un joli métier. Oui, je travaille dans le sport. Oui. Je travaille à la Villetière, dans le stade.
Voilà. Je suis gardien du stade. Gardien du stade. Bah moi je savais pas qu'on gardait les stades, ça tombe sous le sens. On dit pourtant. plus concierge, maintenant on dit gardien du stade. Ah ouais, mais c'est plus joli. C'est plus joli. Gardien de stade. Vous êtes marathonien, mais vous n'avez pas toujours été passionné par la course à pied. Et une petite voix m'a dit qu'en fait, vous aimiez le football, mais c'est le football qui vous a amené au marathon. Pourtant, le lien n'est pas évident entre les deux. Hein. Pas évident, mais c'est vrai que je vais vous le dire, j'étais gardien de but à Saint-Rémy-sur-du-Rôle. C'est une petite ville. Et l'entraîneur, il me disait, je te prends pas parce que tu ne viens pas à l'entraînement, comme je travaillais de nuit. Ah ouais. Alors j'y allais, moi, à 18h le soir, pour qu'il me voie courir. Et je lui dis, voilà, je me suis entraîné. Est-ce que vous pouvez me prendre dimanche? Voilà. Et à force de courir, au fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une course. Voilà. Ça, c'est un sacré cheminement, parce que courir pour faire du foot, finalement, vous avez pris goût à la course. Voilà. Et on sait, c'est une véritable drogue. Ah oui, c'est une véritable drogue. Oui, quand on a commencé, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. Je crois que c'est pire que la cigarette ou c'est pire. Alors pour la santé, je ne suis pas sûr que ça soit pire. Et vous aimez tellement ça qu'en fait, vous avez fait les plus grands marathons du monde. J'en ai la liste. On ne va pas en faire la liste exhaustive. Vous avez été premier. Vous avez eu la première place à 2 reprises au marathon des volcans, mais vous avez été aussi participant dans les plus beaux marathons comme ceux de Boston, New York, car 124e place à New York, c'est quelque chose. 44e place aussi à Paris. Vous avez fait Lausanne, Florence, Chicago, en Allemagne. Donc, on le comprend, c'est une véritable passion. Vous ne pouvez plus vous en passer. Non, pas du tout. Le jour où il faudra arrêter, ça va être dur. Hein. Même à mon âge, je continue à courir. Bon, ok, là, vous êtes jeune encore. Oui, si vous le dites. Votre meilleur souvenir, c'est quoi parmi tous ces marathons? Chicago. Chicago? Une belle ville. Vous ne dites pas pour moi, parce que vous savez que j'adore cette ville. Bien que Chicago, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, toutes les villes, ils sont pas mal, ils ont leur charme. Alors en 94, vous avez vous-même créé votre manifestation, ça s'appelle les 13 heures Thiernois. Elle va fêter sa 19e édition cette année. Ça sera le 9 juin. Vous avez accueilli, mais alors vraiment les plus grands marathoniens de la planète, parce que c'est tous des copains maintenant. Oui, c'est tous des copains. Et on a reçu Philippe Raymond, champion de France. Ouais. On a reçu Kaliska, qui était champion olympique et 4 fois champion du monde. Donc on a reçu pas mal de grands champions. Maurit, le Belge, qui était champion du monde de cross aussi. Donc tout ce petit monde a passé à Thiers. Alors, il y a une grande date, plutôt une période importante, c'est du 6 au 16 avril, puisque vous allez participer au prochain Marathon des Sables. Alors, je vais citer un chiffre, c'est 240 kilomètres. Oui. Un marathon, normalement, c'est 42 kilomètres. Oui, mais là, c'est un marathon des sables en 6 étapes. Ouais. Donc la première étape, normalement, on va faire 30 km. La deuxième, 40. La troisième, 30. La quatrième, 80. La cinquième, 42. C'est là qu'on va faire le marathon des sables. Voilà, ça, c'est le vrai marathon. Voilà. Ça se passe dans le sud marocain. Dans le sud marocain. Même en avril, je pense qu'il va faire chaud. 45. Voilà. Il y a 1000 participants. 1000 participants. Il faut amener son paquetage sur le dos. Il faut tout amener avec soi. Sa nourriture, son sac de couchage. Il faut tout amener. Et alors, comme vous allez y participer, vous vous êtes dit, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Si je les vendais au profit de 2 associations. Alors, ces 2 associations, c'est Eline Espoir et Objectif Rester Debout. Eline Espoir, c'est une association créée autour d'une petite fille que vous connaissez. Oui. Qui a 9 ans, qui est lourdement handicapée. Elle a eu tous les malheurs du monde. C'est vrai. Hein, on ne va même pas le dire parce que il y a de quoi pleurer. Et Objectif Rester Debout, c'est un monsieur qui a des problèmes de colonne vertébrale qui devient de plus en plus fragile. Voilà. Et pour ces 2 personnes que vous connaissez, vous avez dit, je vais vendre des kilomètres. Alors, vous les vendez comment, vos kilomètres? Disons, je les connais, c'est des gens que je côtoie pratiquement tous les jours. Et quand je les vois avec leur malheur, et puis un jour j'étais chez eux et puis j'ai eu l'idée de vendre mes kilométrages. Je mets mes kilométrages. Alors, position, je leur dis, vous vendez mes kilométrages et l'argent que vous récoltez, vous les gardez. Comme alors, ça, les kilométrages, ils se vendent sous forme de, comme ça, comme une tombola. J'ai fait une forme de tombola, 2 € le 10 mètres. Ouais. 2 € les 10 mètres. D'ailleurs, je vais vous en proposer. Ben, je vais vous en acheter. Alors, j'ai pas les sous sur moi, mais tout à l'heure. Après, quand l'émission sera terminée. Je vais vous en proposer. Et puis, comme ça, on a déjà ramassé 5 000 €. 5 000 € déjà. Ouais. En espace d'1 mois. Alors tout ça, on peut le retrouver sur Internet. Vous êtes sur le site de France 3. Il y aura les coordonnées de votre site Internet. On croise les doigts. On vous souhaite vraiment de faire le meilleur marathon possible et surtout de récolter un maximum d'argent pour ces 2 associations. Il y en a qui ont l'objectif de rester debout. Moi, j'ai l'objectif de finir. Oui, on vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas. Je vais rejoindre Caroline, notre amie des bêtes. Je m'en lasse pas de dire ça. Ah oui, décidément. Et je vais recommencer, c'est ça? Vous êtes la plus jolie des coccinelles du monde.
Coccinelle, on me l'avait jamais faite celle-là. Alors on va retourner au centre d'élevage de Lezou parce que pour fabriquer ces petits champions, eh bien, il faut des mamans de champions. Et qu'est-ce qu'on fait des mamans de champions? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on a vu tout à l'heure les chiens qui partaient pour les écoles de guide. Oui. Mais alors cette petite chienne-là, Granny, elle part pas pour les écoles de guide. Non, Elle part pourquoi? on la garde pour nous pour devenir future reproductrice. Ah d'accord, vous avez vos propres chiens que vous gardez. Oui. Bien alors, qu'est-ce qui va lui arriver à elle alors? Ben, elle, pour le moment, là, on est à la recherche d'une famille. Ah, c'est un appel que nous lançons. Oui, exactement. Ouais. Le cœur tendre. Mais on va expliquer ce que c'est qu'une famille d'élevage. Donc là, on est à la recherche d'une famille d'élevage. Donc pour le moment, elle est là sur une première période. Elle est habituée à sortir en ville. Et voilà, on lui apprend les éléments de propreté, d'éducation, tout ce qui va avec. Et Elle puis, est éduquée. Oui, on fait un minimum, c'est encore un bébé. Mais et vous puis, la faites encore travailler? Elle va travailler un peu plus tard. Là, c'est encore un bébé. Pour le moment, on la force pas trop, mais elle va travailler. Et on l'enchaînera sur des parcours d'agility, sur tout ce qui est éducation de base. Bien. Alors, est-ce qu'on est apte pour la reproduction, mademoiselle? Ouais, elle est encore trop jeune pour le On moment. ne sait pas. On sait Ouais. pas encore. On va aller voir des adultes. D'accord. Hein? Je pars avec mon bébé. Il a plein de croquettes dans sa main. Je l'ai vu. Non. Si. Donc tout ceci sont des chiennes qui reviennent chez vous de temps en temps, Oui. mais qui sont placées dans des familles Oui, d'élevage. tout à fait, ouais. Alors c'est quoi une famille d'élevage? Une famille d'élevage, c'est des personnes qui prennent le chien comme un chien de compagnie Oui. et qui suivent les protocoles d'éducation et d'éveil qu'on leur instaure, qui acceptent de venir aux différents cours qu'on peut proposer par semaine en fonction du travail à faire sur les chiennes. Et ensuite, une fois que tout est passé, le sanitaire et le comportement, la chienne devient future maman de chien guide. Et donc là, après, on récupère la chienne à toutes les chaleurs. Elle revient ici, 3 semaines, et ensuite pour faire des chiots. Donc elle revient faire ses bébés ici. Oui. Alors c'est vous qui gérez effectivement tout ça. Et après, elle retourne dans la famille Une fois qu'elle a d'élevage. fini, elle retourne 2 mois après. C'est en fait le seul problème qu'il y a par rapport à un chien de compagnie traditionnel. C'est juste qu'en fait, on l'a ici à peu près 4 mois par an. Alors voilà. Granny, elle demande une petite famille d'élevage. C'est juste une famille pour être gentil avec elle. Voilà. Mais il faut habiter autour de chez vous quand même. Hein. Mais il faut habiter de Thiers. une demi-heure, 3/4 d'heure de Lezou, Oui. à peu près. Donc jusqu'à Vichy, ça va encore. Je vous la montre une dernière fois. Regardez comme elle est jolie. C'est vrai qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette maman Eh ben, prof cette maman professionnelle est toute petite pour l'instant. On va la laisser grandir un petit peu. Elle cherche donc une famille d'élevage. Bah oui, il en faut. Donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille de rentrer en contact avec le centre d'élevage de Lezou. Voilà. C'est une bonne idée. Ah, n'est-ce pas? Excellente initiative. Vous voulez pas être famille d'élevage, vous? Non. Je me êtes un sens, peu je me loin sens en pas même capable. temps. Donc il faut que je Ouais. grandisse un petit peu. Alors maintenant, c'est un grand moment. Il est avec nous lundi. Il nous a promis de revenir aujourd'hui, un jeune artiste plus qu'en herbe. En herbe. En herbe, et Et je vais y c'est aller. Caroline qui le rejoint. On va donner son nom tout de suite. Il s'appelle Zach Loft. Caro, c'est à vous. Bonjour Zach Loft. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors parce qu'on s'est déjà rencontrés, on s'est vu lundi. Oui. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous revoit ce vendredi. C'est quand même sympa d'ouvrir la semaine avec vous et de la Je refermer. suis ravi. Vous êtes gentil comme tout. Alors vous êtes tout jeune, mais on l'a suffisamment dit avec Alain, on ne va pas revenir là-dessus. Néanmoins, je vais quand même préciser que vous avez 17 ans, vous êtes à la fac en première année d'anglais aujourd'hui. Oui. Vous êtes musicien depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 5 ans. Ouais, vous êtes déjà un vieux musicien, c'est bien ce qui me semblait. Avec 2 albums à votre actif. Oui. Le premier est sorti en 2009. C'est ça. Avec une grosse maison de production qui s'appelle... Qui s'appelle Troisième Bureau et qui dépend d'un plus gros label qui s'appelle Vagram. C'est connu, je crois. Et vous avez un autre album qui est sorti en 2011. Oui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la grosse maison de production, la grosse maison de disques n'a pas voulu totalement vous suivre parce que... Parce que je passais mon bac en fait. J'ai passé mon bac l'an dernier. Et c'est assez compliqué, mais en fait, voilà, ils n'ont pas souhaité sortir cet album-là. C'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu peur que ça vous fasse un peu trop aussi, le bac. Voilà, c'est ça, ouais. Mais néanmoins, vous l'avez quand même sorti avec une maison de disques qu'on connaît beaucoup, puisqu'on en a parlé, c'est Coutou Folk. Voilà, c'est ça. C'est un label plus petit de Clermont-Ferrand qui a pour particularité d'avoir des pochettes cousues main. Voilà. Et voilà, donc je suis allé les voir et je leur ai proposé cet album et ils ont accepté. Et ça a marché. Et ça a marché. Bien, mais ça c'est formidable. Alors, pour l'instant, pas de nouvel album. En revanche, une actualité, puisqu'on va vous entendre très bientôt dans la région. Oui, j'ouvre en fait pour un chanteur américain qui s'appelle Jonathan Richman à Fézin, à l'épicerie moderne, dans 3 semaines maintenant, le 26 février.
Et ça va être très bien. Enfin, Oui, c'est une première partie qui vous tient à cœur parce que vous l'avez Oui, déjà rencontré. Parce que j'avais eu justement l'occasion de jouer avec lui à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Mhm. Et ça s'était très bien passé. Et donc je suis très heureux de rejouer avec lui. Bon, alors ce sera le 26 mars si vous voulez bien, parce que oui, le 26 pardon. février c'est passé. Oui, c'est vrai. Donc le 26 février à 26 l'épicerie mars. moderne, donc à Feyzin en première partie. Mais vous ne faites pas que ça parce que vous travaillez aussi avec Sainte-Augustine et Dempster Highway. Oui, c'est ça. Mais alors vous avez un emploi du temps de ministre. J'ai un emploi du temps aménagé à la fac. Ah, C'est et ça magnifique. marche bien alors. Ça marche très bien. Donc je rentre souvent sur Clermont-Ferrand pour jouer avec ces deux groupes et répéter et faire de la musique. Alors on va vous laisser retrouver votre guitare. Je récupère votre micro. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et puis rendez-moi mon micro s'il vous plaît. Oui. Vous voulez le garder, mais non, je ne vous laisse pas. Je vous laisse retrouver votre guitare. Vous allez nous interpréter Lucky Random. Merci beaucoup. Je me sauve. When Mary keeps gazing at Susie right in the eyes, and she sees hope and in her brain some hidden flowers, she tells her with pity in her eyes, there's something you don't show. When the weatherman seems to be sick, when two lovers kiss each other but on the cheeks, when you arrive too late for the good news, and you think of all the things you're gonna lose. The weather's rough, everything's growing tough. You're not always down, but in the end you always break your handmade crown. When you think about the time you ever know, when you were younger, when some people come back, you thought they were done in your head, and it scares you like a bad nightmare. All the lies you used to say, all the drawings you have put on the wall, how the child has been cleaned up for a long time, and now you take each and every day at the worst of your life. The weather's fine, you've got the time, you don't always guess, but in the end you always fix your nest. On va se quitter sur la pointe des pieds. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et nous serons lundi à Vaux-en-Velin près de Lyon. C'est bon.